Les rayons du soleil se déversent dans le couloir du château d'Ascar depuis la fenêtre. Le père de notre personnage principal Roel lui présente sa demi-sœur Alice. Alice regarde son frère avec embarras, le salue poliment et lui fait la révérence. Le garçon regarde sa sœur avec ses yeux jaunes vifs, exprimant clairement un certain mépris et méfiance. Alice a peur et essaie de se cacher derrière son père, qui se tient à proximité. Et il remarque le regard du personnage principal et dit qu'il fait peur à sa sœur. Le père caresse la tête de sa fille, la calme et lui explique ce qui a pu provoquer un regard si aigu. La fille comprend tout et dit à son père qu'elle ne lui en veut pas. Le père décide d'emmener sa fille dans sa chambre, laissant le personnage principal seul dans le couloir. Roel se retrouve seul dans le couloir et se rend compte qu'il ressent plus que de la fatigue. Le personnage principal se souvient de son incarnation passée, où il est une personne ordinaire. Dans les dernières minutes de sa vie, il repose après un accident de la route dans une mare de sang. L'apparence du personnage principal change, il se rend compte qu'il renaît en tant que méchant principal du jeu qu'il a terminé une fois. La réalisation la plus terrible pour Roel est le souvenir de l'intrigue du jeu et de son résultat, où il sera humilié par l'équipe du personnage principal positif, et sa fin dans ce monde sera entre les mains de sa sœur Alice. Notre méchant principal n'est pas content de ce tournant dans sa nouvelle vie et, par colère, il jette le livre avec les indices sur la table. Ayant un peu rassemblé ses forces, il commence à lire le livre pour découvrir quelles actions de sa part envers Alice pourraient conduire à la mort dans sa nouvelle vie. Dans le livre, Roel trouve les informations dont il a besoin et commence à réfléchir dans sa tête aux options pour résoudre ce problème. En jetant à nouveau le livre sur la table, le garçon se met en colère, car en jouant à un jeu sur un ordinateur et en y faisant des choses complètement différentes, il ne sait pas quoi faire ensuite. Roel s'affale sur sa chaise et se tient la tête, le désespoir l'envahit, les pensées de sa mort imminente lui remplissent la tête. Le personnage principal se rend compte que sa force, étant un enfant de 9 ans, n'est pas grande. Soudain, un écran d'interface bleu apparaît au-dessus de la tête du jeune maître et lui fait peur. L'interface informe le héros que le chargement du système est terminé. Le système salue Roel et le personnage principal regarde la technologie inhabituelle avec surprise. Le jeune maître regarde sa carte personnelle, qui indique son nom, son âge, son rang et les sorts disponibles. La curiosité l'envahit et il décide de faire une demande pour l'incarnation d'une micro-vague de chaleur. Des courants d'air chaud commencent à jaillir de l'écran bleu translucide, soufflant sur le personnage principal. Roel commence à analyser ses capacités de sort, elles sont du niveau le plus bas et il s'interroge sur la possibilité de les augmenter. L'écran bleu au visage joyeux décide de rassurer le joueur novice et convient que les compétences peuvent être améliorées. Une immense table du magasin apparaît dans l'espace, divers objets magiques sont présentés, et le prix est indiqué à côté de chacun. Le garçon commence à examiner les catégories d'articles et découvre comment les payer. Roel commence à douter que le prix corresponde à la qualité de ces objets magiques, et souligne à l'interface le caractère illogique de certains sorts. Le jeune maître exprime ouvertement sa colère contre ce système, et admet qu'il ne dispose pas de tels montants. L'écran bleu répond qu'il ne peut y avoir d'erreur. Des recommandations viennent de l'écran selon lesquelles, en collectant de la réputation aux dépens de la famille, notre héros pourra accumuler des points et les échanger contre des objets dans le magasin. Roel n'y croit pas. L'interface réfléchit et prend la décision de donner l'objet initial au personnage, car la difficulté du jeu est très élevée. Le personnage principal est enveloppé de rayons dorés et un objet en forme de diamant commence à se matérialiser depuis les airs. Une belle médaille d'or avec une pierre bleue au centre apparaît devant nous, le système nous dit que cela améliorera les compétences du garçon. Le jeune maître tend la main pour prendre la médaille et suppose que cela l'aidera à gagner en réputation. L'écran répond par l'affirmative à la question de Roel et le personnage principal a l'espoir de sauver son sort. Il tient la médaille dans ses mains, se promène dans la pièce et sourit, il a hâte de mettre en service son objet nouvellement acquis. Une jeune fille nommée Anna, vêtue d'un uniforme de servante, marche dans le couloir d'un château éclairé par le soleil. Elle s'arrête devant les portes, apercevant un jeune monsieur qui l'espionne, il veut savoir depuis combien de temps elle l'attend ici. La servante regarde Roel avec perplexité, ne s'attendant visiblement pas à une telle question. Le personnage principal se précipite dans les bras d'Anna, enfouissant son visage dans sa poitrine, tout en se plaignant d'avoir lu un conte de fées effrayant. Il regarde le serviteur avec des yeux pleins de larmes, se lamentant sur les loups-garous du conte de fées qui peuvent le manger. La jeune fille caresse la tête de Roel, expliquant calmement le caractère infondé de ses craintes. Le garçon regarde le sol d'un air coupable et commence à s'excuser d'avoir été impoli et de s'être disputé avec Anna dans le passé. Des pensées sur les changements soudains et positifs du maître commencent à surgir dans la tête de la jeune servante. Le personnage principal promet à la servante qu'il ne la maltraitera plus et demande pardon. La fille s'assoit à genoux et prend le garçon par les mains, elle est un peu gênée et accepte de pardonner au petit coquin. Une échelle de réputation apparaît dans l'air avec les premiers points reçus de la servante.
Roel est stupéfait alors qu'il regarde les premiers fruits de son travail alors que ses points de réputation continuent d'augmenter. Le personnage principal est submergé d'excitation. Il se rend compte à quel point il est facile d'obtenir des points de réputation. Il veut se précipiter vers Alice. Frère et sœur sont assis à table dans la salle à manger. Tous deux se sentent mal à l'aise. Alice est assise, les joues brûlantes, détournant le regard. Roel comprend sa méfiance, se souvenant de son comportement lors de leur première rencontre. Le jeune maître décide de faire le premier pas. Il se présente à Alice et lui explique la raison de son comportement matinal. La petite sœur s'appuie plus fort sur la chaise et, à toutes les propositions d'aide et de jeu commun de son frère, elle répond docilement par l'affirmative. À ce moment, Anna s'approche d'Alice et lui propose ses couverts, tandis que la tête de Roel s'emballe pour tenter de gagner les faveurs d'Alice. Puis une fourchette en argent tombe avec fracas du plateau de la servante sur la nappe rouge. Un frisson parcourt le corps de la jeune maîtresse, et la peur se lit dans ses yeux. Les domestiques sont perplexes et tentent d'en découvrir la raison. Anna n'était pas la seule à remarquer cette étrangeté d'Alice, son frère le remarqua également, malgré l'affirmation de la jeune fille selon laquelle tout allait bien. La petite sœur refuse et met simplement tout sur le compte de sa maladresse. À ce moment le frère se souvient de la peur de la jeune femme face aux objets pointus. En fait, Alice a une certaine affinité avec l'argent, considéré comme rare. La vie de sa sœur aurait dû être sans nuages et heureuse, mais après le réveil de la première parenté, elle a acquis le pouvoir de régénération. Chaque blessure sur le corps de la jeune maîtresse guérit instantanément, ce dont ces méchants ont bien sûr profité. Depuis lors, elle a peur des objets pointus. Pendant que la servante continue de griller Alice, notre protagoniste décide que c'est l'occasion idéale pour passer à l'action. Le garçon comprend que dans une telle situation, il est impossible de trop imposer son aide à sa sœur, il doit agir avec prudence. Alice, quant à elle, essaie de surmonter ses peurs et fait de son mieux pour que son frère ne découvre pas son secret. Roel dit à Anna que sa sœur est tout simplement trop petite pour utiliser des couverts toute seule et il veut lui-même l'aider au dîner. Le jeune maître propose gentiment à la jeune femme de couper son steak, et la sœur le regarde avec surprise. La servante tente de dissuader Roel en lui proposant son aide, ce à quoi le garçon s'en prend et déclare qu'il prendra désormais soin de sa sœur cadette. Il est assis avec un sourire satisfait, se préparant à couper le steak et anticipant les points de réputation qui devraient lui être ajoutés. Après avoir empalé un petit morceau de viande sur une fourchette, le frère le tend à sa sœur, ce à quoi elle accepte avec hésitation. Alice se penche timidement en avant, faisant confiance à Roel, et goûte soigneusement la nourriture. Un jeune homme au visage satisfait veut savoir si sa petite sœur a aimé la nourriture. La petite fille regarde son frère et une larme coule sur sa joue. Le personnage principal est paniqué, suppose que le bébé n'aime pas la nourriture et veut lui apporter en toute hâte un nouveau plat. Alice essuie les larmes qui coulent de ses yeux avec un sourire, elle remercie Roel pour une nourriture si délicieuse et au-dessus d'elle, il voit une échelle de réputation croissante. Le garçon reste silencieux, sous le choc, il voit des chiffres voler et augmenter sur la balance. Malgré l'aide, notre personnage principal reste ravi de ces augmentations importantes sur son compte. Il ordonne à Anna de lui apporter immédiatement les meilleurs bonbons et chocolats. La jeune servante accepte volontiers la demande du protagoniste et se dépêche de répondre à sa demande. Lorsque tous les plats sont mis à table, le frère commence à les proposer à sa sœur les uns après les autres, elle les mange et à chaque bouchée sa réputation augmente. Les domestiques observent ce tableau, osant suggérer que le jeune maître est tombé amoureux de sa sœur. Il ne reste aucune trace de la maladresse d'antan, les enfants discutent avec beaucoup d'enthousiasme pendant le dîner. Anna est touchée par cette photo et remarque à quel point la jeune madame Alice est belle. Après une journée bien remplie, Roel se retrouve enfin dans son lit, allongé là, et imagine la réputation qu'il gagnera à l'avenir. Mais ce ne sont pas seulement les pensées de profit qui inquiètent la tête du jeune maître, il songe également à épouser sa sœur. Il est temps de dépenser enfin les points de réputation que vous avez gagnés et de visiter le magasin. Ayant choisi l'option qui lui plaisait, appelée l'armée des squelettes, le garçon se retrouve sur le terrain d'entraînement de la maison Ascar. Après s'être assuré qu'il n'y a personne, le personnage principal décide de mettre en œuvre son plan. L'écran bleu qui apparaît illumine Roel, le garçon exprime son désir d'acheter une armée de squelettes, porteurs de cercueils. Il tend la main pour appuyer sur l'écran et le système souhaite à nouveau entendre la confirmation de son achat. Des éclats d'énergie bleue commencent à jaillir de l'écran. L'achat est confirmé et il vous est demandé de sélectionner l'emplacement de l'armée de porteurs de cercueils squelettes. Le personnage principal concentre l'énergie dans sa main et ordonne qu'une armée de squelettes soit lâchée sur le terrain d'entraînement. Un énorme vortex de pouvoir est créé, qui s'efforce d'emporter le jeune maître. Roel est enchanté par la sensation de puissance et de force qu'il ressent en libérant l'énergie. Son regard tombe sur l'endroit où il y a une seconde il y avait un tourbillon, maintenant un brouillard s'y est formé, derrière lequel on aperçoit clairement des silhouettes. Le brouillard se dissipe, et devant lui se trouvent des squelettes à genoux, derrière eux se tient un cercueil noir, le garçon est ravi de son acquisition. Mais en même temps,
il constate qu'il ne sait toujours pas de quoi ils sont capables. Décidant de les tester, Roel montre le mannequin d'entraînement, leur ordonnant de l'attaquer. En entendant la voix du propriétaire, les squelettes deviennent actifs, levant la tête avec les yeux rouges. Mais au lieu de répondre à la demande du jeune maître, ils s'approchent du cercueil et commencent ensemble à le soulever. Le personnage principal est perplexe et se demande si le cercueil pourrait être une arme. À sa grande surprise, dès que les squelettes soulevèrent le cercueil et le placèrent sur leurs épaules, une musique commença à retentir de quelque part et les squelettes se mirent à danser. Roel s'allonge à l'ombre d'un arbre étendu sur l'herbe et réfléchit à des déclarations philosophiques. Mais ses pensées sont interrompues par la musique et la danse des squelettes, porteurs de cercueil. Le garçon ne peut pas se retenir et maudit son acquisition. La seule chose qui le calme, c'est le prix de seulement 2500 points, et son idée sur comment utiliser cette armée d'os dansante. Nous sommes transportés dans le salon des Ascars, où Roel, assis en face de son père, a choisi le moment pour lui demander quelque chose. Allumant un cigare, le père veut calmement savoir quelle est la demande, tout en réfléchissant simultanément au montant d'argent que son fils veut cette fois-ci. Le personnage principal commence à raconter avec enthousiasme comment il s'est intéressé aux impôts, à l'agriculture et souhaite travailler comme inspecteur des impôts. Ascar sœur, entendant cela de la part de son fils autrefois gâté, éteignit brusquement son cigare. La nouvelle tombe comme un coup de tonnerre enfin, son futur héritier a repris ses esprits et, au lieu de s'amuser, veut être utile à la famille. En tapant les mains sur la table, le père demande immédiatement de préparer tous les documents nécessaires. Tôt le matin, les paysans transportent des sacs de récolte pour payer leurs impôts. Pendant que les paysans font la queue, ils se mettent à chuchoter, tout le monde essaie d'arriver à l'heure. L'un des anciens, un sac sur l'épaule, note qu'aujourd'hui, il faut rattraper le temps perdu. Les gens atteignent un immense moulin à vent et se réjouissent de son ouverture. Notre personnage principal est assis à côté du moulin sous un parapluie, en sirotant du thé, et y entend des cris de joie et des demandes de collecte d'impôts auprès du peuple. Pendant ce temps, une armée de squelettes était cachée dans les sous-sols du moulin. L'homme remercie Roel pour les 20% des céréales qu'il a restituées, soulignant sa générosité. Le personnage principal est assis avec contentement sur une chaise et à ses pieds se trouvent d'énormes sacs de récolte. Avec un sourire narquois, le jeune maître pense que son plan fonctionne. Les gens sont heureux du retour de 20% de l'impôt et en retour il obtient des points de réputation. Il note également que les squelettes qu'il a acquis ont un énorme potentiel de travail, puisqu'ils ne nécessitent pas de nourriture. Le travail est le travail, mais sa petite sœur commence à vraiment manquer à Roel. Dans cet état, la servante Anna le remarque et le convainc que son frère rencontrera bientôt Alice. Les domestiques disent également qu'il est temps pour eux de rentrer chez eux, car ils ont reçu la nouvelle de l'arrivée d'un invité spécial. Nous sommes transportés au palais Ascar, où les préparatifs sont déjà en cours pour l'arrivée des invités. La silhouette de Roel se tient devant le miroir et derrière lui, la servante s'incline obligeamment et loue la tenue du jeune maître. Le personnage principal, avec un certain narcissisme, se tient dans un costume formel et s'exhibe devant le miroir. La charmante Alice entre en courant dans la pièce, qui crie déjà depuis le seuil et salue son frère aîné. Le garçon court immédiatement et serre sa sœur dans ses bras, il pense qu'elle est belle comme toujours. Il y a des pensées dans sa tête selon lesquelles l'étreinte de la jeune maîtresse est sa récompense personnelle. Anna, debout à proximité, ne manque pas l'occasion d'observer l'image de l'idylle et est sincèrement touchée. Mais ayant repris le contrôle de leurs émotions, les domestiques répondent sèchement qu'il est temps pour eux de sortir à la rencontre des invités. Les portes du château s'ouvrent et ils courent dans la rue en se tenant la main, le frère et la sœur qui les accompagnent sont Anna. Le bruit des sabots se fait entendre et des créatures étonnantes apparaissent devant les enfants. Tirant une calèche, ce sont des chevaux rares. Le personnage principal attire immédiatement l'attention sur le fait qu'une seule famille dans tout le désordre peut se le permettre, il s'agit de la famille royale de Xéclide. Roel n'est clairement pas content de l'arrivée des invités, ce qu'Alice remarque en retirant son frère. Le jeune maître s'incline et salue Ken Xéclide, ajoutant qu'il a entendu parler de ses exploits, ce à quoi l'invité rit et note que le garçon n'est pas en reste non plus. L'invité nouvellement arrivé se tourne vers le père de la famille Ascar et note qu'il ne s'y attendait pas. Il a dit aux enfants quelque chose de bien à son sujet. Le père en rit, mais il soupçonne toujours que quelque chose ne va pas chez son fils. La jeune femme, à la suite de son frère, salue également la famille royale, fait la révérence et se présente comme l'enfant adoptif du marquis Carter. Kane caresse la tête de la jeune fille et note qu'il connaissait son père et qu'il avait même participé à son éducation. L'invité dit qu'il peut confier Alice au père de Roel, à qui il promet de ne pas décevoir le père aujourd'hui décédé de la petite dame. Ici, le monsieur qui arrive incite quelqu'un de la voiture à rencontrer de nouveaux amis. Une belle fille vêtue de robe luxueuse sort de la voiture et se présente comme Nora Xéclide. Alice voit immédiatement à quel point la fille de Xéclide est belle, mais son frère n'est pas entièrement satisfait de cette connaissance. Nora et Roel se dirigent vers le salon, où l'on boit du thé, le garçon demande si la jeune femme aime tout.
Les gars sont assis à une grande distance les uns des autres et la jeune Madame Xéclide veut savoir si elle peut s'adresser à son nouvel ami par son nom. Ce à quoi il accepte immédiatement, soulignant que c'est un honneur pour lui. En posant une tasse de thé sur la table, Nora décide de découvrir ce que le jeune maître pense d'elle. Le garçon commence immédiatement à déclamer la beauté, la gentillesse et la douceur de l'invité nouvellement arrivé, auquel elle l'arrête dans ses tentatives de montrer une petite chose. Elle fait tournoyer un pendentif rouge dans ses mains, demandant si le garçon pense que ce bijou est beau, et il donne une réponse affirmative. Nora dit que le pendentif brille magnifiquement et a un effet spécial. Roel, avec une expression de maladresse et un sourire forcé, accepte de découvrir quel est cet effet. En serrant le caillou dans sa main, la jeune femme répond en souriant que la pierre fonctionne comme un détecteur de mensonges. Il y eut un silence de mort dans le salon et le personnage principal réalisa avec horreur qu'en écoutant toutes ces flatteries de sa part, la jeune fille était au courant de ses mensonges. Il se souvenait de Nora du jeu, elle était l'un des personnages principaux, elle n'est pas celle qu'elle semble à première vue. Extérieurement, la fille est intelligente et magnifique, mais à l'intérieur est une vraie sadique qui s'appellera à l'avenir l'ange assoiffé de sang. Assise sur un canapé moelleux, la fille royale se dit surprise par Roel. Le garçon était littéralement fou de honte, essayant de se justifier et se demandant pourquoi il n'avait jamais vu un tel pendentif auparavant. Ici, la jeune invitée se rapproche brusquement du jeune maître, lui disant qu'elle a confiance en sa beauté et lui demandant pourquoi il se méfie autant d'elle. Littéralement suspendue au-dessus du personnage principal, elle veut savoir ce qu'il pense réellement d'elle. Roel sait à quel genre de jeu elle joue, il est dans la stupeur et ne sait pas quoi lui répondre. Rassemblant son courage, il repousse Nora, affirmant qu'il sait tout d'elle et lui dit de rester loin de lui. Suo lui dit qu'il ne s'intéresse pas à elle et qu'il n'a pas l'intention de nouer une relation étroite avec elle. Le caractère sadique de la demoiselle ne s'attaise pas, elle aime faire peur aux gens, parfois ses désirs vont un peu plus loin que prévu. Le personnage principal a déjà des idées en tête sur ses astuces sophistiquées et la visualisation des objets qu'elle utilise à cet effet. Mais Roel répond que dans le monde des aristocrates, cela n'est pas rare et que le plus important est le consentement des deux parties. En entendant cela, elle saute joyeusement du canapé et marche délibérément sur la chaussure du jeune maître, pensant qu'il accepte ses aventures. Roel crie, assis figé sur place tandis que Nora déplace son visage vers lui, affirmant qu'il est maintenant sa propriété. Se penchant en arrière, le personnage principal essaie de détourner la conversation, se demandant pourquoi elle devrait être la sienne, après tout, s'enquérant d'autres favoris parmi les nobles. Alice court dans le salon en tenant les bords de sa robe et demande en même temps pardon pour le retard. Les enfants sont à nouveau assis séparément aux extrémités opposées du canapé et Nora invite la jeune Madame Ascar à s'asseoir et à prendre le thé. Elle s'assoit et veut tout de suite savoir de quoi parlaient les gars en son absence. À ce moment, Roel expire calmement, car pendant tout ce temps il était mal à l'aise seul avec la jeune princesse. Les filles discutent joyeusement. La princesse veut connaître les passe-temps d'Alice. Les pères des familles Ascar et Xéclide sortent sur le balcon du salon pour découvrir ce que font leurs enfants. Ken baisse les yeux et remarque que sa fille discute avec la fille des Ascar. Remarquant la curiosité de l'invité, le père de famille d'accueil veut savoir ce qui l'intéresse tant, l'invité refuse et évite de répondre. L'aîné Ascar pense également que la communication du trou habituellement insociable avec ses enfants semble étrange et soupçonne à nouveau que son fils y a contribué. Dans le même temps, la princesse serre la main de Roel et souhaite qu'ils jouent ensemble plus souvent, ce à quoi il accepte à contre-séure. Alice se tient un peu en retrait des gars et se sent comme une troisième roue pendant que son frère et Nora continuent de discuter. L'heure est venue d'un dîner de famille, le personnage principal est heureux que les invités partent, il voulait améliorer les relations avec la famille royale, mais ne s'attendait pas à ce que Nora s'en tienne autant à lui. En coupant le steak, il pense avec un sourire que ce n'est pas le moment de s'énerver et a hâte d'ajouter des points de réputation. Mais se tournant vers Alice, il est horrifié par le fait que sa réputation n'a pas augmenté d'une seule unité, et la fille elle-même est assise la tête baissée. Au lieu de cela, les points s'envolent de la part de son père, qui est satisfait des efforts de son fils. Roel est complètement déconcerté. Le garçon se rapproche de sa sœur et essaie de découvrir ce qui l'a tant bouleversé. Alice, après un court silence, parle de son hypothèse selon laquelle son frère ne l'aime pas vraiment. La jeune femme note que Roel préfère Nora et que la princesse ne lui posera pas autant de problèmes qu'elle. Le garçon regarde sa sœur avec un sourire et se demande comment il peut aimer la fille des Xéclide alors que toute la soirée il n'a fait qu'essayer de l'éviter. Alice écoute attentivement son frère lui dire que Nora n'est pas importante pour lui et que, à son avis, il n'y a pas de meilleure fille que sa sœur. Il tapote la tête de la jeune maîtresse, essayant de lui faire comprendre qu'ils feront face à ses peurs ensemble et qu'il sera toujours à ses côtés. La jeune fille se précipite dans les bras de son frère aîné, qui la serre dans ses bras et lui dit d'aller vite prendre un repas ensemble. Anna regarde toute cette image, qui note à quel point Roel fait la bonne chose, et le garçon pense à ce moment-là que pour les domestiques,
c'est déjà devenu une série personnelle. Le jeune maître lui-même est déjà un peu confus quant à savoir où il dit la vérité et où il ment, essayant de gagner des points de réputation. Après une dure journée, le personnage principal se retrouve enfin dans son lit. Avant de se coucher, il réfléchit que l'intrigue du jeu est le résultat d'un choix et qu'il doit changer pour que tout ne conduise pas à une fin désastreuse. La nuit, une jeune servante se promène dans le couloir et remarque que la porte de la chambre du jeune maître est entr'ouverte. Elle décide d'entrer dans les appartements de Roel et voit le garçon dormir déjà paisiblement. Craignant qu'il attrape froid, les domestiques le couvrent d'une couverture chaude. Après l'avoir enveloppé, elle le regarde chaleureusement et décide de rester encore un peu avec lui. Le matin, dans l'un des bureaux, le personnage principal s'assoit et lit un livre afin d'en apprendre davantage sur la structure de ce monde. Après avoir lu quelques pages, il est contrarié d'être issu d'une famille de magiciens, mais toutes ses caractéristiques sont au minimum. Tombant dans le désespoir, il s'allonge sur la table et parle d'acheter des améliorations du système de potions. Le système lui dit à la hâte que les capacités physiques du jeune maître ne sont pas non plus assez fortes pour utiliser des potions. L'interface indique que vous devez développer votre corps de base et peut suggérer des potions simples. Le garçon soupire et dit sans espoir que même si les potions sont moins chères, il n'a pas ce genre d'argent et qu'ils n'ont pratiquement pas de réduction pour les enfants. À quoi le système accorde de manière inattendue une réduction de 50%. Et le jeune homme est immédiatement heureux de commencer à parcourir l'assortiment. Après révision, il avait 2 potions, à prix réduit, mais avec des effets secondaires très désagréables. Le personnage principal est davantage attiré par les bienfaits de ces liquides, mais la question financière se pose de savoir où il obtiendra les fonds nécessaires. Roel se serre la tête, car en plus de dépenser en potions, son père lui a ordonné de préparer un cadeau pour l'anniversaire de Nora. Connaissant les goûts spécifiques de la jeune princesse, le garçon suppose qu'elle se contenterait d'une laisse de chien. Il imaginait son expression sadique, ce qui le faisait se sentir très effrayant. Mais Roel ne veut pas abandonner et il se met au travail, se promettant que si cela ne fonctionne pas, il lui donnera une laisse que Nora utilisera sur lui. Le garçon trouve accidentellement le livre d'une association professionnelle. Cette organisation effectue toutes sortes de transactions. Sur la base des souvenirs de jouer dans une association professionnelle, il était possible de gagner de l'argent. Décidant que c'était sa chance, il ouvre une liste d'acquisitions. Roel souhaite savoir auprès du système s'ils contiennent des éléments de cette liste, il commence donc à vérifier et à analyser les données. Le système a trouvé l'objet 172, qui est une bougie spéciale, d'une valeur de 5000 pièces d'or. Le garçon a immédiatement l'idée de le vendre et il se met immédiatement en route. Le même jour, il se rend à l'association professionnelle. Le bâtiment n'a pas des proportions royales, mais a l'air tout à fait convenable. Roel est assis dans la salle de réception en train de boire du thé. À ce moment il est accueilli par Arouan, qui est le chef du département commercial. Le personnage principal exprime le désir de vendre un article de sa liste, auquel le représentant veut savoir de quel article il s'agit. Le garçon parle de l'objet numéro 172, la lampe et de son effet d'apaisement et de suppression de l'érosion des sorts. Au début, Arouan reste dans un état de stupeur, mais elle se souvient ensuite qu'un tel élément figurait effectivement sur la liste. Le représentant remarque une boîte sur la table et le garçon dit déjà que les marchandises seront distribuées lorsque le prix sera convenu. Roel pense qu'il acceptera un prix qui ne sera pas inférieur au prix initial et se sent supérieur, connaissant le véritable coût. À quoi Arouan offre 20 000 pièces d'or pour la lampe, le garçon n'en croit pas ses oreilles. Le jeune homme dit que le produit est assez rare, et même sans garantie de son exactitude, c'est le prix le plus élevé. Le jeune monsieur lui serre la main. À ce moment, le représentant se demande s'il a surestimé le prix, et le personnage principal, souriant jusqu'aux oreilles, est satisfait de cette issue des événements. Le représentant fait un signe de la main tandis que la calèche du jeune homme s'éloigne du bâtiment. Il sait que la famille de magiciens Ascar a encore de nombreux objets magiques dans ses bacs, et que cet accord est un bon début pour leur relation. L'évaluateur se tient derrière lui et confirme que le résultat a dépassé toutes les attentes. Arouan est heureux de ne pas avoir dépensé l'argent en vain et ordonne que les marchandises soient immédiatement envoyées aux clients. Et il note également que toutes les informations concernant la transaction doivent être communiquées à la famille Ascar. De retour chez lui, Roel se réjouit. Il a maintenant de l'argent et se sent comme un homme riche. Il comprend à quel point cet argent lui a été facile et qu'il ne devrait pas en abuser. Mais pour l'instant, à son avis, il a vendu un bibelot inutile et a déjà réussi à s'acheter de simples potions. Selon les instructions, il mélange le tout dans un seul flacon, le liquide acquiert une teinte rouge brunâtre. L'interface indique qu'il fait tout correctement, alors que le garçon a déjà bu le contenu du récipient. Avec surprise, il goûte du lait et de la banane et attend la réaction de son corps. Après quelques minutes, rien. Il a déjà décidé que le système lui vendait un faux. Soudain, il est frappé par une vive douleur au ventre et il se serre le ventre. Il perd connaissance et s'envole de la chaise, tandis que du sang jaillit de sa bouche. Tombé de la chaise, le garçon est allongé sur le sol, inconscient,
à côté de lui se trouve un flacon renversé contenant les restes de la potion. La nuit, la pleine lune illumine la ville et depuis le balcon d'une des maisons, on entend les cris de joie de quelqu'un. Nous voyons un monsieur mûr nommé Bruce qui essaie sur lui-même l'effet d'une lampe qui nous est déjà familière. Il se tourne vers le vieil homme assis sur la chaise, rapportant joyeusement que l'artefact agit calmement sur son âme et que l'effet des morts vivants s'estompe. L'aîné explique qu'il s'agit d'un objet très ancien et qu'il n'a jamais rien vu de tel, et que recréer l'image de cette lampe sera une tâche très difficile. Bruce, bien sûr, n'est pas satisfait de cette information, car sa vie n'est belle que tant que cette lampe est allumée, il veut savoir qui a vendu cette petite chose. Le vieil Andrew rapporte que l'objet a été vendu par la maison Ascar et que la transaction a été effectuée par le fils de 9 ans du marquis d'Ascar. Le client de la lampe note qu'il ne connaît pas cette famille, mais qu'il a des liens avec eux. En s'approchant de la baie vitrée, Bruce se demande qui vendrait l'héritage familial pour seulement 20 000 pièces d'or. Absorbé dans ses pensées, il fouille sous sa cape, essayant d'atteindre un objet. Sortant de son manteau une petite montre à chaîne, il réfléchit à une certaine promesse et estime que la préservation de la lampe à la famille Ascar est un geste de bonne volonté. Bruce prend la montre dans ses mains, réfléchit, se demande dans sa tête que cela pourrait être le destin et se prononce le nom d'une certaine Charlotte. Roel, quant à lui, est inconscient, il ressent soit la chaleur, soit le froid. Il s'est réveillé par terre, une laisse avec une chaîne autour du cou, le garçon n'a pas compris ce qui se passait. Se levant du sol, il remarque une laisse qui commence à le tirer vers l'avant. Roel lève les yeux et voit Nora assise sur la chaise, qui note avec un sourire que c'était son cadeau pour son anniversaire. Tirant la laisse encore plus fort, Roel, malgré sa résistance, se rapproche encore plus d'elle, et elle relève son menton avec son pied nu. La princesse saute vers le garçon, remarquant à quel point elle aime son expression embarrassée et effrayée sur son visage. Nora s'approche du visage du protagoniste avec l'intention de lui voler son premier baiser. De toutes ses forces, Roel tente de se libérer et hurle pour protester contre l'impudence de l'héroïne. Puis il ouvre les yeux et se retrouve dans sa chambre, réalisant que ce n'était qu'un rêve. Tournant la tête sur le côté, il remarque soudain sa sœur allongée à côté de lui. Alice se frotte les yeux et se tourne vers son frère pour vérifier s'il est réveillé. Lui, sous le choc, décide de préciser que sa sœur couche avec lui depuis tout ce temps. Mais elle ne l'écoute pas et Anna accourt à ses fortes exclamations. Ils sont étrangement très contents du jeune maître. Alice se précipite dans les bras de son frère, qui ne comprend de plus en plus ce qui se passe. Le marquis fait irruption dans la pièce en criant. Il est rapidement informé que son fils s'est réveillé. Il attrape le garçon par les épaules et commence à le secouer, essayant de savoir où et pourquoi son fils pourrait souffrir, ce à quoi Roel lui assure que son état est excellent. Le père est heureux et rapporte qu'il a eu peur et qu'il a ressenti l'effet du sortilège dans la fiole trouvée à côté de son fils, en criant que celui qui voulait empoisonner son enfant l'apportait. Le personnage principal rit et dit qu'il n'est nécessaire de chercher personne. Il a lui-même bu ses sérums pour renforcer le corps. Père et Anna sont complètement sous le choc, tandis que le jeune maître leur conseille de ne pas s'inquiéter pour lui. Puis la sœur se tourne vers son frère en lui mentionnant qu'il a dormi 3 jours. Le marquis frappe son fils sur la tête et le gronde pour avoir bu des liquides inconnus, mettant ainsi sa santé en danger. Le personnage principal demande pardon, tout en maudissant le système qui ne l'a pas informé d'un tel effet. Anna s'approche de lui et lui propose d'aider le jeune maître à changer de vêtements après une maladie aussi grave. Ce à quoi le garçon est d'accord, mais constate qu'au contraire, il sent que quelque chose a changé en lui. Dans l'après-midi, le jeune maître se rendit au terrain d'entraînement, emportant son épée avec lui. D'un bond, il coupe le mannequin avec son épée, qui se brise en un tas de petits blocs de bois. Le personnage principal se sent fort et constate que le sérum s'est avéré vraiment assez fort. Un écran bleu apparaît devant le visage du garçon, où il constate une augmentation de ses caractéristiques. Malgré sa joie, il comprend qu'il lui reste encore beaucoup de temps pour passer au niveau supérieur et qu'il n'a toujours pas choisi de cadeau pour Nora. Mais notre héros ne désespère pas et décide de faire le plein jusqu'à son anniversaire. 2 mois se sont écoulés et l'anniversaire de Nora est arrivé, tous les invités sont arrivés au domaine royal. La famille Ascar descend de la voiture, une tempête de neige souffle dehors. Alice tient la main de son frère, elle est un peu gênée et Roel le remarque. Elle répond qu'elle n'a pas vraiment envie d'aller à la fête d'anniversaire. Le garçon promet à sa sœur que tout ira bien et qu'il sera à ses côtés. Toute la célébration se déroule dans une grande salle de banquet, de nombreuses personnes se sont rassemblées. Roel pense que cela ressemble plus à un événement de réseautage social qu'à une fête d'anniversaire. Peu importe la façon dont il traite Nora, il se sent désolé pour elle qu'elle vive cela chaque année. Le traître qui s'est glissé inaperçu, en entendant cela, a décidé de lui demander s'il éprouvait vraiment de la sympathie pour elle. Effrayé, le personnage principal tombe au sol, ne comprenant pas comment elle s'est faufilée sur lui sans qu'il s'en aperçoive. Nora est heureuse de voir Roel et annonce que le seul qu'elle attendait aujourd'hui, c'était lui. En entendant cela, tout le monde dans la salle commença à se retourner vers eux, ce qui ne plaisait clairement pas au jeune maître.
Le personnage principal devient extrêmement embarrassé, il ne va pas succomber aux manipulations de la princesse. Alice s'approche de Nora avec un regard légèrement insatisfait, mais félicite respectueusement la princesse pour son anniversaire. Elle dit que c'était agréable de parler la dernière fois, mais elle veut lui demander de laisser son frère tranquille et de ne pas se moquer de lui. Roel regarde cela avec plaisir et est fier de la résilience d'Alice. Il y a toujours une atmosphère tendue entre les filles. Nora pense que ce n'est pas sans raison que sa sœur est si jalouse de son frère aîné. Le personnage principal, craignant une poursuite du conflit, suggère qu'Alice pourrait être si en colère contre sa communication avec la princesse parce qu'ils n'aiment pas tous les deux la princesse. Pendant que les enfants sont en conflit, les membres adultes de la famille boivent et parlent paisiblement. La jeune Xéclide s'excuse et dit qu'elle ne voulait offenser personne. Madame Ascar remercie pour les excuses et les notes dans cette affaire. Ce n'est pas en vain qu'elle et son frère attendaient une invitation à la célébration. Nora voit bien la jalousie que sa rivale éprouve envers son frère. Elle remercie Alice et Roel d'être venus à son anniversaire et leur souhaite un bon moment ici. Une rivale passe par là, plus menaçante qu'un nuage, mais les plans de Nora n'incluent pas de lui rendre son frère. Le personnage principal court vers sa sœur, il est content que son bourreau soit parti et lui propose d'aller prendre une collation. À quoi Alice répond qu'elle n'a pas faim et qu'elle veut sortir au grand air. Elle erre dans le couloir du domaine royal, la petite fille affirme qu'elle n'a rien à faire ici. La jeune femme comprend qu'elle a fait une mauvaise chose en organisant une confrontation avec la princesse et espère que cela n'affectera pas Roel. Soudain, derrière elle, elle entend un cri, quelqu'un lui ordonnant d'arrêter. 3 gars se tiennent devant Alice, l'un d'eux déclare qu'ils se connaissent et ne se sont pas vus depuis longtemps. Roel se tient à la table du buffet, mange des friandises et se rend compte que sa sœur est partie depuis trop longtemps. De plus, il remarque le fait étrange qu'il n'y a pas un seul enfant de la famille Elric dans la pièce qui, selon les histoires, leur en veut. Dans sa tête, il compare tous les faits et un sentiment terrible l'envahit. Nora remarque l'objet de son ridicule d'aujourd'hui qui traverse toute la salle. L'un des hooligans surplombe Alice, qui est plaqué contre le mur, mentionnant que beaucoup de temps s'est écoulé depuis leur dernière rencontre. Alice ne comprend pas qui sont ces gens et le délinquant décide de la tuer. Il s'appelle Bron. Il veut parler et découvrir comment elle a rejoint la famille Ascar et a eu un frère perdant. La jeune fille crie qu'il ne faut pas oser insulter son frère, ce à quoi il entend le ridicule de Bron. L'intimidateur s'approche du visage d'Alice, la regardant dans les yeux, il veut savoir si son nouveau frère sait qu'elle est un monstre. La jeune maîtresse demande à Bron d'arrêter, ce à quoi il commence seulement à insulter encore plus l'héroïne. Il porte une fourchette à l'œil d'Alice, disant qu'il est impatient. La fille en larmes demande de le sauver. Une chaise vole sous les yeux de la jeune fille et heurte la tête du principal tyran. Les acolytes de Bron se sont précipités vers le garçon allongé sur le sol dans les débris d'une chaise. Roy crie de rage en regardant les hooligans, il veut savoir ce qu'ils attendent d'elle. Il serre Alice dans ses bras et lui demande pardon d'être venu à son secours si tard. Bron n'a pas aimé cette issue des événements et il accuse le garçon de l'avoir attaqué par derrière. L'intimidateur rassemble ses forces dans un point et promet de tuer son agresseur. Le frère dit à sa sœur de s'éloigner, car grâce aux potions améliorées, il a confiance en ses capacités. Un combat éclate, des rayons magiques bleus et verts se croisent. Frappant Bron dans le ventre, Roel crie qu'il se bat pour sa sœur. La deuxième fois que l'intimidateur se retrouve à voler dans le coin le plus éloigné de la pièce, les hommes de main envisagent de s'enfuir. Ramassant un pied de chaise par terre, le jeune Ascar suppose que ce sont ces gens qui ont intimidé sa sœur lorsqu'elle était petite. Bron est frappé à la tête avec un morceau de bois après avoir avoué ses actes. Bully est allongé sur le sol. Roel l'avertit de ne plus toucher sa sœur. Le frère et la sœur commencent à partir, mais la fierté de Bron est gravement blessée et il décide d'attaquer par derrière avec un couteau. Alice remarque du coin de l'œil un mouvement derrière elle et essaie d'avertir son frère de se retourner. Le couteau touche le ventre du personnage principal et le sang éclabousse partout. Serrant les dents de douleur, le jeune maître regrette de ne pas avoir prévu cela. Roel accuse le tyran d'être fou, ce à quoi il commence à évoquer la guerre des jumeaux. Bron court avec un couteau sur l'héritier des Ascar et mentionne qu'il veut se venger du fait que la famille de l'ennemi a aidé quelqu'un de non désiré à monter sur le trône. Le combat des garçons continue. Roel bloque le coup du tyran et tente de le repousser. Alice leur crie de s'arrêter, se retournant, elle remarque une fourchette posée seule sur le sol. Malgré toute sa peur des objets tranchants, elle prend la fourchette dans ses mains, car si quelque chose arrive à Roel, elle ne se le pardonnera pas. La jeune maîtresse court vers les garçons qui se battent et, rassemblant ses forces, met une fourchette dans la main de Bron. Le délinquant pousse la fille sur le côté de toutes ses forces. Alice vole dans les airs. Le personnage principal ne se retient pas et frappe l'ennemi à la poitrine de toutes ses forces. Puis il le prend par le visage et Brona frappe la fenêtre dans le mur, des éclats de verre et du sang volent. Roel se tient debout devant l'ennemi vaincu et espère qu'à l'avenir, l'intimidateur réfléchira avant d'attaquer sa famille. Laissant tout tomber, le personnage principal court vers sa sœur et vérifie son état. Après s'être calmé,
il se rend compte qu'elle a seulement perdu connaissance. Avant qu'il puisse reprendre son souffle, il entend une foule courir derrière lui et crier qu'il va venger Bron. Roël pose délicatement sa sœur sur le sol et se rend compte que ses forces s'épuisent. Il se lève de sa chaise avec un bâton et se prépare à défendre sa sœur jusqu'au bout. Puis, sortie de nulle part, apparaît Nora, qui doit arrêter toutes ces bacchanales. Même si elle adore voir le personnage principal faire des grimaces de douleur, mais pas lorsqu'il le fait devant d'autres personnes. Roël ne pensait pas qu'il serait un jour heureux de l'apparition de la princesse, celui-là même n'a pas manqué l'occasion de lui marcher sur le pied. Les intimidateurs demandent pardon à Nora, mais disent que c'est leur affaire et qu'ils doivent venger leur ami. Le personnage royal note que, malgré le fait que Roël soit pathétique, il est son ami et elle ne permettra à personne de l'offenser. Elle utilise sa transformation et deux énormes ailes s'ouvrent derrière elle. Pointant son éventail vers l'avant, elle ordonne à tout le monde de sortir immédiatement d'ici. L'énergie est libérée de l'éventail, ce qui oblige les agresseurs à battre en retraite. Voyant tout le pouvoir de la princesse, Roël n'en croit pas ses yeux, Nora se retrouve à un niveau de magie très élevé. Les intimidateurs se figèrent de peur lorsque la princesse mentionna que ce n'était qu'une partie de son pouvoir. Roël se rend compte que la jeune maîtresse Xéclide ne doit pas être sous-estimée. À ce moment-là, elle avait déjà terminé sa performance. Les pères des maisons Ascar et Xéclide courent dans le couloir, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Le marquis s'assied d'urgence à genoux et examine son fils de la tête aux pieds, tout en s'enquérant de l'état de sa sœur. Le père ne va pas tolérer cela et se tourne vers le commandant derrière pour résoudre ce problème. Kane voit une photo d'une fille inconsciente, Bron dans le sang de Roël, debout, tenant sa main sur la blessure du couteau, il ordonne aux hooligans de s'excuser. Les intimidateurs commencent immédiatement à expliquer qu'ils n'ont rien à voir avec cela et rejettent la faute sur le personnage principal. Après avoir dépassé le commandant, un homme s'approche de Bron allongé sur le sol. Il s'assoit à genoux et examine le visage du garçon battu. Le personnage principal le reconnaît comme étant Brian Elric, il suppose qu'il est venu pour protéger son fils. Au lieu de cela, le père attrape son fils par le cou, le serrant si fort que le garçon commence à cracher du sang. Tous les gens qui se trouvaient à proximité étaient engourdis d'horreur, réalisant à quel point c'était dur. Il se lève du sol et essuie le sang de sa main, s'excuse calmement au nom de la maison Elric et dit qu'en raison de l'abondance des affaires, il est obligé de partir. Il part, laissant son fils inconscient sur le sol. Roël pense que Brian Elric est extrêmement cruel envers son fils, et en ce moment le chef de la maison Elric se demande pourquoi Roël est resté en vie après avoir été blessé. Après tout ce qui s'est passé, la légèreté s'installe. Le jeune maître s'allonge avec bonheur sur le canapé et se rend compte qu'il peut se détendre. Une image d'idylle, Alice nourrissant à la main des bonbons à son frère. C'est la limite du bonheur de Roël, car quoi de mieux quand une si charmante sœur vous nourrit. Pendant que sa petite sœur lui pose des questions sur la nourriture, il continue de comparer le résultat après son anniversaire dans le jeu et dans sa vraie vie. La servante se tient dans un coin et comprend qu'elle ne devrait pas permettre à Alice de nourrir le garçon à Anna, mais Anna ne peut pas résister à la gentillesse de l'image. Le père de famille entre dans la pièce et salue les enfants, et il le salue. Roël découvre immédiatement si le marquis se souvient de sa demande. Le père n'a pas oublié sa promesse et sort un livre à couverture rouge qui raconte la guerre des jumeaux, dont Bron a parlé au milieu de la bagarre. L'histoire commence avec le soulèvement de Mars. La lutte pour le trône est à blâmer, seule la maison Ascar s'est levée pour protéger la future reine, la princesse Victoria. Leur ancêtre Ponte commandait les troupes, et un jour au combat, lui et Victoria furent blessés et les renforts ne purent entrer dans la ville. Dans une situation aussi désastreuse, leur ancêtre a utilisé un héritage familial pour transformer les environs en labyrinthe afin de cacher la princesse. En conséquence, grâce à cela, ils ont pu attendre que l'armée des Saintes Lumières batte les troupes de l'ennemi de Wei, sauvant ainsi la vie de la princesse. Roël apprend que l'endroit où ils vivent est le cœur du labyrinthe construit par son ancêtre, et il se demande où se trouve désormais la relique. Le père nie l'existence de la relique et affirme qu'il ne reste à ce jour que quelques fragments de la pierre. Le marquis, avec un regard satisfait, mentionne le fait concernant Pontu, car son grand-père a refusé plus d'une fois la princesse Victoria parce qu'il était marié. Après avoir écouté l'histoire de son père, le personnage principal décide de se promener un moment. Le père reste dans la chambre avec sa fille et elle tire sur sa veste pour tenter d'attirer l'attention. Elle a une conversation sérieuse avec le marquis, à laquelle il accepte volontiers. Ayant rassemblé son courage, rougissant et bégayant maladroitement, la petite fille dit à son père qu'elle veut un frère. Le chef de famille est dans la stupeur, il ne s'attendait pas à une telle révélation de la part de sa fille. Alice voit la perplexité dans les yeux de son père et dit qu'elle veut apprendre à protéger son frère, expire le marquis. Elle dit à papa qu'elle se considère coupable de l'avoir attaqué et Roël dit qu'elle veut devenir plus forte pour lui. Le père prend sa fille par l'épaule. Elle s'est montrée très courageuse et a pu surmonter sa peur des objets tranchants et protéger son frère au combat.
Le marquis prévient sa fille des conséquences de l'apprentissage de la magie et de la difficulté de ce chemin. Alice est catégorique, pour le bien de son frère, elle est prête à apprendre la magie. Le père sourit et promet à Alice qu'il lui apprendra la magie, affirmant qu'elle deviendra plus forte. Roël est assis dans le bâtiment de l'association professionnelle lorsqu'un représentant entre dans la pièce, ne s'attendant pas à voir le jeune maître. Le personnage principal rapporte qu'il a entendu dire que le représentant avait été promu directeur de la chambre de commerce. Arouan confirme que les rumeurs sont vraies, remercie Roël et raconte ce qu'il a entendu sur ce qui s'est passé lors de l'anniversaire de la princesse, et il regrette ce qui s'est passé. Et le personnage principal rejette les discussions sur ce qui s'est passé et demande des informations sur la maison Elric. En tant qu'invité d'honneur, Arouan part avec impatience chercher les archives de la maison et mentionne que la famille qu'il souhaite connaître est un peu inhabituelle. Le hic, c'est que l'association professionnelle dispose de beaucoup d'informations, mais il n'existe aucune information fiable sur la maison Elric. Pendant la bataille des jumeaux, la maison d'Elric fut exilée pour garder la frontière. En exil, selon le plan de la famille royale, elle était censée s'affaiblir. Mais en exil, au contraire, ils se sont relevés et ont même commencé à occuper des postes de direction, déplaçant la maison des Ascars, et on ne sait pas non plus comment ils sont devenus riches. Roël trouve étrange qu'un tel détail ait échappé aux yeux de l'association professionnelle, contre laquelle Arouan veut le mettre en garde. Il recommande fortement de ne pas déranger la maison Elric, car ils peuvent être très dangereux. De retour chez lui, le personnage principal découvre Nora sur le canapé de son salon. En croisant les jambes avec coquetterie, la princesse dit qu'elle s'inquiétait de la blessure du protagoniste. À son regard, elle comprend qu'il est en bonne santé. Elle le prévient que les domestiques ne les dérangeront pas. Roël s'assoit sur le canapé. Il ne croit pas aux paroles de Nora et se demande pourquoi Alice ne les a pas rejoints. Madame Xeclid n'a pas intention de garder ses distances et se rapproche du personnage principal, lui demandant s'il est heureux d'être seul avec elle. À contre-séance, le jeune maître commence à parler de quel honneur c'est d'avoir passé son temps et de venir lui rendre visite. Pendant que le jeune homme prononçait les plaisanteries habituelles, notre sadique marche sur le pied du personnage principal avec son talon. Roël bout et demande de retirer sa jambe et de ne plus recommencer, ce qui ne fait que donner plus de plaisir à Nora. Pour adoucir les ardeurs du jeune maître en colère, la princesse lui tend une caisse en bois. Prenant le cadeau dans ses mains et l'ouvrant, une expression de surprise se figea sur le visage du protagoniste. Dans une boîte sur un tissu blanc se trouve la lame sacrée aux 12 ailes. Le garçon ne croit pas que cette relique sacrée soit son cadeau. Nora répond qu'elle ne peut pas donner directement cette lame. L'âge et les compétences de Roël ne conviennent pas, mais pour la dignité dont il a fait preuve le jour de son anniversaire, elle le considérait digne. Formellement, elle donne cette lame à la maison Ascar. La princesse demande au personnage principal de lui donner la main. Incrédule, le garçon se décide néanmoins et tend la main à jeune Madame Xeclid. Nora lui attrape la main et la porte à sa bouche, mordant le doigt du garçon. Puis il sort un petit couteau et fait une incision sur son doigt, expliquant la nécessité de la cérémonie, à laquelle il entend Roël crier à propos de sa morsure. La princesse dit qu'il devrait arrêter les accusations et lui donner le doigt. Il presse à quel point tout cela finira mal. En touchant les doigts coupés, des gouttes de sang tombent des blessures sur la relique. Roël devient agité alors que le poignard commence à fumer et à évaporer le sang qui est tombé dessus. Le jeune maître tombe au sol, et la boîte avec lui. Seulement maintenant la lame a grossi et ne rentre plus dans la boîte. Nora essaie de savoir si tout va bien avec le personnage principal, mais il se serre la tête et éprouve des sentiments étranges. Pendant ce temps, dans l'une des pièces, dans une boîte en bois similaire, une pierre rouge brille. En grimpant sur le canapé, Roël tente de reprendre ses esprits. La princesse lui vient en aide avec un verre d'eau. En acceptant le verre, le garçon essaie de demander à Nora ce qui lui est arrivé. Pendant que le personnage principal étanche sa soif, la princesse raconte qu'il s'agissait d'un rituel d'initiation à l'âme. Elle explique qu'en mélangeant leur lignée angélique avec la sienne, ils ont fait de Roël le maître de la lame. Maîtresse Xeclid dit également que le mélange de leur sang a conduit à l'apparition d'une nouvelle capacité dans la lame, qui n'est pas disponible pour les autres. Nora met de force une lame dans les mains du protagoniste incompréhensible. Mais il est extrêmement heureux, car il a obtenu une lame de classe divine pour rien. Le garçon court dans la pièce et saute de joie avec l'épée. Nora le remarque et lui demande s'il a aimé le cadeau. Et en même temps elle dit qu'elle le remercie aussi pour le poignard qu'il lui a donné. Ce n'est pas pratique, mais assez beau pour elle. Roël est heureux que la princesse ait aimé son cadeau. Il l'a appelé un échange de poignards. Nora rougit immédiatement et pressa le poignard contre sa poitrine. Elle décida de lui demander s'il savait ce que signifiait l'échange de poignards. Le garçon est perplexe et ne comprend pas de quoi elle parle, ce à quoi Madame Xeclid le frappe à la tête. Avec un regard insatisfait, elle décide de partir, prononçant un conseil d'adieu, demandant ce que signifiait la phrase qu'il avait prononcée. Nora l'avertit également que cette nouvelle année, la famille Ascar reste à la maison et que son grand-père voulait rencontrer Roël.
Découragé par tout ce qui s'est passé ces dernières minutes, le sens des paroles prononcées à propos du grand-père de Nora, sa sainteté, apparaît au garçon. La servante Anna nettoyait le salon et s'apprêtait déjà à partir, quand soudain le jeune maître l'arrêta. Il décida de demander si la jeune fille était au courant d'un phénomène tel que l'échange de l'âme. Le serviteur se retourne brusquement et veut savoir si le jeune maître a une longue tradition. Au même instant, Anna voit un coffret cadeau en bois entre les mains de Roel. Avec un sourire sur son visage, la servante explique au garçon qu'habituellement les représentants des familles royales donnent un poignard à la femme qu'ils aiment en guise de reconnaissance. Si la fille est d'accord, elle donne également un poignard en retour. Le serviteur curieux veut savoir ce qu'il y a dans la boîte du garçon, ce à quoi il l'efface et dit que c'est un cadeau de son Altesse Kane. En entendant cela, la servante décide de quitter le salon. Roel pousse un soupir de soulagement. En sortant de la pièce, le visage d'Anna montre de l'excitation. Elle se dépêche d'annoncer la mauvaise nouvelle à Alice. Nora est passée à l'offensive. Le soir du Nouvel An, le jeune homme se rend en ville pour rendre visite à sa sainteté. Les gens regardent Roel et murmurent à quel point il est mignon, à quel point il ressemble à un ange et à quel point il est aristocratique. Le personnage principal est choqué du nombre de personnes qui souhaitent assister à un service de prière le soir du Nouvel An. Le garçon atteignit l'église principale de la ville et lança une invitation aux chevaliers. En marchant le long du couloir, il constate à quel point la décoration du bâtiment est belle. Le garçon s'arrête devant les grandes portes du hall. En ouvrant soigneusement les portes, le garçon entend la voix de sa sainteté. Le monarque est assis sur le trône avec un regard menaçant. Le jeune monsieur se présente, s'incline et exprime sa gratitude pour l'honneur qui lui est témoigné. L'évêque demande à Roel de se rapprocher de lui, ce à quoi le garçon monte docilement à l'étage. Grozny change brusquement pour ressembler à un grand-père bon enfant qui offre des bonbons au personnage principal. Le garçon refuse, ce à quoi son éminence avoue qu'il est un peu inquiet, car Nora lui a parlé du jeune maître de la famille Ascar. Grand-père répond qu'il n'a pas appelé le personnage principal dans un but précis, il veut juste discuter et découvrir à quel point il aime le poignard. Roel rapporte avec joie qu'il peut très bien manier le poignard, probablement parce que la lame a absorbé son sang. L'évêque tend la main vers le poignard et dit que les lames ailées peuvent débloquer de nouvelles capacités. Soudain, son éminence sent avec étonnement que la lame a déjà généré 2 capacités. Le grand-père s'exclame joyeusement sur la grande compatibilité de Roel avec sa petite fille. Le garçon ne veut pas croire à de telles absurdités. L'évêque caresse la tête du garçon et le remercie d'avoir fait preuve de courage lors de la fête d'anniversaire de sa petite fille, soulignant la pureté de cœur et le courage de Roel. Son éminence espère et donne des instructions à l'héritier des Asca. Il doit redonner à sa maison son ancienne grandeur. Le grand-père de Nora se lève du trône et lui propose de l'accompagner aux vêpres. Le garçon, un peu hésitant, accepte cet événement, car une telle opportunité ne se présente pas souvent dans la vie. Sous les murs de l'église, des gens ordinaires s'étaient déjà rassemblés, louant son éminence. Dominant tout le monde, se tenant au-dessus de l'évêque et de Roel Ascar, le garçon adore recevoir un tel honneur. Au bout d'un moment, pendant que se déroulaient les vêpres, tous deux furent couverts de collations de la tête aux pieds. Après une autre dure journée, le jeune maître reste allongé dans sa chambre en essayant de reprendre son souffle et de digérer toutes les informations qu'il a entendues. Les portes s'ouvrent dans la pièce et une femme de chambre inconnue entre avec un message du marquis. Le garçon, mettant ses mains sous sa tête, constate qu'il ne l'a jamais vue auparavant et veut savoir où est la servante Anna. La femme de chambre répond poliment que sa majesté Kane a invité la famille Ascar à chasser et que personne ne sera à la maison avant demain. Le personnage principal se détourne offensé et demande à le quitter et à ne pas le réveiller sans raison importante. Avant de se coucher, Roel décide de voir ce qu'il y a dans le magasin du système et tombe sur une capacité intéressante à prix réduit. Il décide d'acquérir une capacité qui l'aidera à discerner un danger grave chez les personnes et à l'avertir à l'avance. Après avoir terminé achat, le garçon s'endort immédiatement, les portes de sa chambre s'ouvrent légèrement et une étrange femme de chambre lui dit qu'il peut commencer. Les rayons du soleil matinal touchent le visage du jeune maître, le faisant commencer à se réveiller. Roel n'est pas satisfait, avant même d'ouvrir les yeux, il sent la présence de quelqu'un dans la pièce, pense que c'est Anna qui est revenue. Après avoir demandé quelle heure il était, il entendit une voix qui lui était familière, mais ce n'était pas la bonne Anna. En ouvrant les yeux du sommeil, il voit le visage de Nora, qui est assise sur lui. Le personnage principal est en colère, il n'aime pas ce que fait la princesse excentrique et demande à expliquer pourquoi elle est ici. Ce à quoi son Altesse se met à rire et à dire que ce n'est pas en vain qu'elle a attendu toute la matinée pour voir sa réaction. Roel ne comprend pas comment elle a réussi tout cela. Ce à quoi Nora explique cette astuce en remplaçant tous les domestiques de sa maison par les siens et maintenant ils ne sont plus que 2. Le jeune maître est complètement choqué et considère cela comme un enlèvement, demandant à la princesse de le laisser partir. Nora calme le personnage principal et dit qu'elle plaisantait. Elle est juste venue spécialement pour fêter le nouvel an avec lui. La princesse a apporté des bonbons avec elle et propose à Roel de les essayer de ses mains.
Le garçon note qu'elle ne manque pas l'occasion et veut voir comment il mange dans ses mains. Le jeune homme refuse et suggère en plaisantant de lui jeter des bonbons directement dans la bouche au lieu de les nourrir à la main. Nora ne perd pas de temps et lance des bonbons, le garçon attrape immédiatement les bonbons par réflexe. Le personnage principal est furieux, se sent comme un chien dressé et la princesse dit à quel point c'était amusant de le nourrir de cette façon. Roel décide d'éviter de répondre et se recouche en se détournant de son bourreau. Mais Nora ne pense pas à le quitter et demande à lui montrer le fameux labyrinthe. Et il laisse le choix au garçon, soit il lui montre le labyrinthe, soit pendant qu'il dort, elle peut faire de lui ce qu'elle veut. Roel l'emmène dans l'une des pièces de leur domaine, où sont conservés les objets que la reine Victoria elle-même utilisait. Il montre également les journaux de son ancêtre Ponte et invite Nora à les parcourir. La princesse est surprise du nombre de journaux dans lesquels Roel dit que son ancêtre aimait les aventures et écrivait tout. Après avoir ouvert l'un des livres et lu quelques lignes, le jeune homme jette le journal sur la table avec colère. Nora est surprise et demande quel est le problème, ce à quoi elle entend en réponse que le livre contient des histoires simples et rien de plus. Le garçon a lu les notes vulgaires de son ancêtre, dans lesquelles il écrivait sur la princesse Victoria, et il pense brûler tous ses livres. Soudain, ses pensées sont interrompues par Madame Xéclide et lui dit qu'elle a un mauvais pressentiment, lui demandant si Roel a une amulette protectrice avec lui. Roel lui montre son amulette et dit qu'il ne s'en est pas séparé ces derniers temps, ce à quoi Nora lui conseille de la cacher. La princesse regarde autour d'elle avec méfiance et dit qu'elle a l'impression que quelqu'un les regarde, mais suppose que c'était son imagination. Le personnage principal sent également que quelque chose ne va pas et attrape la jeune maîtresse par la main, lui assurant qu'il croit ses paroles et constatant l'étrange silence et l'absence des serviteurs. Roel tire Nora par la main et dit qu'ils doivent de toute urgence se cacher dans la partie centrale du labyrinthe. Mais avant que les gars n'aient eu le temps de courir ne serait-ce qu'un mètre, l'espace derrière eux s'est ouvert et de nulle part, un homme en imperméable et chapeau est sorti. Nous sommes transportés dans un immense château doté d'un ensemble de tours au toit bleu pointu. Un homme assis sur une chaise salue Brian et Eric et raconte depuis combien de temps ils ne se sont pas vus. Brian révèle qu'il était espionné par la famille royale, et le mystérieux interlocuteur lui rappelle l'échec du plan visant à éliminer Roel. Lorsqu'on lui demande pourquoi le plan a échoué, il explique que tout s'est déroulé comme il se doit, mais que pour une raison quelconque, la prophétie ne s'est pas réalisée. L'étranger répond que le garçon est une nuisance pour eux et qu'il doit soit être détruit, soit prendre leur parti. Il suppose que non seulement ils connaissent la prophétie et qu'il y a ceux qui veulent les arrêter, mais en même temps il propose d'évaluer l'image inhabituelle. En levant la main, d'immenses rideaux commencent à s'écarter derrière l'interlocuteur. Sur une image immense, Brian voit Roel, tenant la main de Nora et courant en avant. Pendant ce temps, les héritiers des maisons Xéclide et Ascar regardent l'étranger présent dans la pièce. Le garçon voit le nom d'un étranger en rouge sur l'écran, son nom est Peter Carter, la capacité nouvellement acquise montre un niveau de danger élevé. Brian demande à son interlocuteur qui aurait pu interférer avec leur plan, ce à quoi l'interlocuteur fait des hypothèses. Dans le même temps, l'étranger se méfie des maisons des Ascar et des Xéclide, remarquant que des changements se produisent rapidement dans les deux familles. L'interlocuteur remarque à quel point Brian était intéressé par la photo montrée précédemment et suppose que la raison en est le garçon. Le père de la famille Eric dit qu'il sent qu'il connaît ce jeune maître. Un membre du prieuré de Mithril nommé Lacras assistera à une réception avec sa sainteté, mais l'évêque ne se souvient pas de l'avoir invité. Lacras demande pardon et dit qu'il a une proposition, et que leur société veut que leur cas reste indifférent à son éminence. L'invité inattendu dit qu'il ne veut blesser ni sa petite-fille de la maison Xéclide ni la maison Ascar. Ils veulent juste l'enfant de la prophétie. Peter, quant à lui, se présente aux enfants, il dit qu'il ne voulait pas effrayer et qu'il veut raconter ici le but de sa visite, mais il n'a pas le temps. Les gars tentent de fuir l'homme étrange sans attendre son explication. Carter n'a même pas pensé à les laisser partir, il le prend et se coupe le doigt avec un couteau à palette. Après avoir bu son sang avec un pinceau, Peter pulvérise des gouttes de sang du pinceau sur les enfants. L'espace au-dessus des têtes de Nora et Roel commence à devenir noir et la princesse hurle d'horreur. Les gars se retrouvent piégés, entourés d'un espace sombre avec un tas de tableaux différents suspendus dans les airs. Le poursuivant se dirige dans leur direction, leur assurant qu'ils sont isolés ici et que les talismans ne les aideront pas. Madame Xéclide prévient le garçon qu'ils ne sont pas ses adversaires. Roel rappelle qu'il n'a jamais rencontré quelque chose de pareil dans le jeu. Le jeune maître crie aux méchants d'expliquer comment il est arrivé à leur domaine. Ce à quoi Peter répond que c'est un secret, et qu'il ne peut que leur dire à quelles conditions ils peuvent partir d'ici, un seul d'entre eux doit rester en vie. Le personnage principal est sûr qu'il s'agit d'une provocation, à laquelle il déclare qu'ils ne respecteront pas ses règles. Nora arrive devant et dit qu'elle ne croit pas non plus un mot de ce que dit Carter. Peter se contente de leur rire au nez et prétend que s'il le pense, alors il s'en fiche et les tuera tous les deux. La princesse se transforme, faisant fondre ses ailes dorées, et prononce tous ses titres, déclarant qu'elle se protégera ainsi que son ami. Elle se tourne vers Roel et promet que personne n'osera l'offenser,
le garçon est touché, mais, à son avis, cela semble étrange. Carter lui donne une dernière occasion de réfléchir à sa proposition. Soudain, des monstres, des têtes effrayantes, des pattes, des tentacules commencent à émerger de toutes les images de l'espace. L'Arcas voit que son Altesse s'intéresse à sa proposition. L'évêque lit le papier que lui a donné l'invité inattendu. En le lisant, il voit de nombreux noms qui lui sont familiers. Après avoir lu tout le message jusqu'au bout, il se lève de son trône avec rage et lève fermement son sceptre dans ses mains. Il ordonne à Akras de partir et dit à quel point il a été offensé par la proposition. Debout dans un espace sombre, entouré de monstres, les enfants entendent la voix du trône sacré. Au milieu entre les gars et Carter, une lueur bleu vif apparaît, qui brise l'espace sombre autour. Roel se réveille sous les secousses de Nora, qui lui demande de se réveiller. Les gars sautent de leur siège pour essayer de comprendre où ils se trouvent actuellement. Le personnage principal s'approche du trou dans le mur et regarde la rue en feu et la dévastation, toujours incapable de réaliser où il se trouve. Le système vient à la rescousse, un écran bleu affiche les caractéristiques du personnage principal. Roel lit tous les changements et quelques informations sur le réveil de la parenté avec perplexité. Le système avertit d'un danger possible et propose soit d'annuler le réveil, soit d'aider contre une très grande quantité d'or. Le jeune homme recommence à déplorer la dépense d'argent pour laquelle le système lui propose d'emprunter de l'argent. Si la situation était moins désastreuse, il n'aurait pas accepté, mais les temps difficiles exigent une action décisive. Roel accepte l'offre, réalisant que sans lui, Nora ne survivra pas. Le système active l'assistance à l'éveil de la parenté et le processus d'éveil commence. Le garçon trouve la princesse et essaie de lui demander si elle a appris quelque chose sur cet endroit. Nora dit qu'elle n'a toujours pas compris. La seule chose qui était claire pour elle était le champ de bataille. En dessous du bâtiment, il y a un groupe de chevaliers morts. Les gars sautent pour examiner les corps. Peut-être trouveront-ils ici des indices. Sur les manteaux des chevaliers, à leur grande surprise, ils remarquent les armoiries de la maison Elric, notant que leur forme rappelle l'époque victorienne. Ils n'arrivent pas à y croire. Nora examine la cotte de maille et l'armure et est convaincue qu'elles appartiennent réellement à l'époque victorienne. Roel commence à réfléchir frénétiquement et à comparer tous les faits qu'ils ont trouvés. Il se rend compte avec horreur qu'ils sont au cœur de l'agitation du soulèvement de Mars et de la guerre des jumeaux. Le personnage principal trouve une lettre de son ancêtre Ponte et il n'a plus aucun doute sur le fait qu'ils ont voyagé dans le temps. Roel explique comment ils auraient pu être transportés ici, peut-être que c'était son grand-père, ou s'il était lui-même un artefact. Mais la chose la plus importante à laquelle il pense maintenant est de savoir comment ils peuvent survivre. Un épais brouillard commence à apparaître autour des gars, le jeune maître sait que c'est l'effet d'un labyrinthe et ce n'est pas bon. Nora panique car on ne voit rien d'autre qu'un bras tendu, mais le personnage principal comprend que ce n'est pas le plus gros problème. Ils entendent les bruits des chevaliers qui approchent, et maintenant il y a toute une armée devant eux. Ils remarquent les enfants, demandent d'où ils viennent, tout en les encerclant et en ordonnant leur saisie. La princesse était prête à prendre la main de Roel et à tenter de s'enfuir, mais il l'en empêcha. Le sourire aux lèvres, il commence à appeler Peter oncle, comme s'il faisait une farce aux chevaliers, comme s'ils étaient tombés dans leur piège. Un artiste que nous connaissons déjà apparaît du brouillard, il constate qu'il ne s'appelle pas encore ainsi et qu'il est temps d'arrêter avec tout ça. Les chevaliers se retournent et remarquent Peter, ils sont prêts à l'attaquer. Carter attrapa le premier chevalier à s'avancer par la visière, soulevant l'homme du sol. Le poursuivant est furieux parce que le brouillard, les chevaliers et d'autres circonstances imprévues se dressent sur son chemin. Roel, quant à lui, attrape Nora par la main et lui dit de courir pendant que Peter est distrait et que le brouillard se dissipe un peu. La princesse essaie de lui demander comment il connaît le nom de leur poursuivant. Roel parle de magie et de la nécessité de trouver rapidement un endroit sûr. Ensemble, les gars supposent que quelque part dans le labyrinthe, Ponte et la princesse Victoria les aideront. Le jeune maître remarque que quelque chose ne va pas chez Nora et tente de prendre sa température en posant sa main sur son front. Elle refuse et dit qu'elle va bien. Roel n'y croit pas et la fait asseoir sur le dos, malgré sa résistance. Dans le domaine du labyrinthe en ce moment, Ponte regarde le détecteur de parenté et ne comprend pas ce qui arrive à l'appareil. Derrière lui, une jolie jeune fille dort sur le canapé, sur laquelle il regarde. Il sort son livre et commence à décrire en détail à quel point Victoria est merveilleuse lorsqu'elle dort. Soudain, une voix féminine se fait entendre derrière lui. La jeune fille remarque que le professeur est encore en train d'écrire quelque chose dans son livre. Elle s'étire doucement après avoir dormi et dit que le professeur est un pervers. Elle n'est prête à se rétracter que si le professeur lit à haute voix ce qu'il a écrit. Ponte se justifie en affirmant que c'est une nécessité qui lui donne de la force. Victoria rit et dit qu'elle sait et qu'elle aime juste taquiner son professeur, pendant qu'il lui tend le détecteur de parenté pour vérifier. La princesse regarde et ne comprend pas ce qui s'est passé. Le détecteur ne peut tout simplement pas échouer, mais ne peut pas expliquer comment le sang des Xéclides est affiché sur la place de la ville. L'héritière suggère qu'il pourrait y avoir là un enfant illégitime d'Exéclide. Victoria veut aller tester sa théorie. Ponte dit que c'est trop dangereux de s'y rendre en pleine bataille.
Au même moment, dans Locke Street, Roel est assis dans la pièce et suggère que la maladie de Nora est associée à une augmentation du niveau de parenté. Le jeune maître est tourmenté par des pensées selon lesquelles cela devient de plus en plus difficile à chaque fois. Dans le contexte de toutes ces pensées, le système commence à le déranger, le bombardant de diverses informations sur le chargement de la parenté, qu'il ignore. Il lui reste 73 heures avant la fin du téléchargement, et il décide de ne pas les gaspiller et de dormir un peu. Fermant les yeux, il tombe instantanément dans un espace inconnu, évoquant un désert parsemé de crânes. Le garçon ne comprend pas s'il s'agit d'un rêve ou non, un énorme squelette plane au-dessus de lui en parallèle, lui proposant de répondre à sa question. Il demande comment les morts transmettent leur pouvoir, le garçon se lève et essaie de dire quelque chose, le squelette crie qu'il pourra donner la réponse plus tard. Le squelette dit que Roel reviendra peut-être la prochaine fois avec une réponse et à ce moment-là, le garçon se réveille. Le système informe immédiatement le jeune maître des changements, lui indiquant qu'une nouvelle compétence a été acquise et que le système de téléchargement a été suspendu. Le personnage principal comprend que tant qu'il n'aura pas répondu à la question du squelette, le processus ne démarrera pas davantage. Roel va voir Nora, qui, à moitié endormie, dit qu'elle ne s'est jamais sentie aussi mal. Voyant à quel point le garçon s'inquiète pour elle, elle suppose que sa haine envers elle a diminué. Le personnage principal s'empresse d'assurer qu'il n'a jamais détesté la princesse, mais parfois il avait peur d'elle. Nora raconte à son ami la date de son baptême, au cas où il s'attirait la colère de son père ou de son grand-père. Elle dit que cette date n'est révélée qu'aux proches. La princesse demande à Roel d'aller le plus loin possible, elle est désormais un fardeau pour lui, sur lequel il lui dit de se reposer. Nora se couche et le personnage principal comprend que tout ne se passe pas comme dans le jeu. Il comprend que les changements qu'il a provoqués sont à l'origine de tout cela et qu'il est responsable de leur situation déplorable. Le garçon quitte la pièce et se rend compte qu'il doit agir le plus rapidement possible avec sa nouvelle capacité. La plus grande menace maintenant est d'errer quelque part dans la rue et d'attendre son apparition. C'est Peter Carter. Se tournant vers le système, le jeune maître vérifie son niveau, estimant ses chances de gagner avec le niveau de Carter. Mais ses pouvoirs ont une limite de temps et Peter utilise ses peintures de monstres au combat. Après avoir analysé l'ennemi, il découvre que sa faiblesse est le combat rapproché. Il réfléchit à la manière de se rapprocher de lui et de frapper avec sa lame. Carter se tient dans la rue, il saigne, il jure à son 4e niveau, car sans lui, les chevaliers ne mettraient même pas le doigt sur lui. Mais il n'abandonne pas et évoque une femme avec un chien en laisse. Il sait que le chien doit être capable de sentir les traces des fugitifs, mais il se demande pourquoi la porte du bâtiment où il se cache n'est pas verrouillée. Il ordonne à sa création d'aller vérifier ce qu'il y a derrière les portes. Le chien s'envole et le déguisement de Roel tombe, un combat commence. Il rassemble son énergie dans l'épée et, d'un mouvement décisif, la dirige entre les mâchoires du chien. Il traverse la création de Peter, libérant un énorme flux d'énergie. La silhouette de son poursuivant apparaît dans le brouillard derrière Roel. Peter rassemble de l'énergie dans son pinceau et son couteau à palette et crie des vœux de mort, dirigeant le faisceau vers le garçon. Ayant réussi à se regrouper, le jeune maître rend le bouclier magique qui l'entoure. Beaucoup de fumée s'est élevée en l'air et il y a eu une dépression sur la route à cause de l'explosion provoquée par Peter. Carter ne comprend pas où le garçon a disparu et il se souvient qu'il avait dans sa main un poignard qui lui était familier. Roel se tient sur le toit, reprenant son souffle et se réjouissant d'avoir réussi à éveiller les capacités de la lame plus tôt. C'est cette capacité qui l'a aidé à s'échapper et à sauter sur le toit qu'il avait déjà remarqué. Il se rend compte que le brouillard est encore trop épais, mais le destin lui sourit et il possède une lampe. Il reste très peu d'énergie pour sauter et Peter doit être tué au prochain coup. L'objet tombe, Carter ne comprend pas comment la lampe est apparue sous ses pieds. Avant qu'il ait le temps de comprendre quoi que ce soit, le personnage principal apparaît derrière lui, prêt à lui plonger une épée. Carter se retourne et le poignard qui vole vers lui s'écrase directement sur sa poitrine. L'artiste répond qu'il ne pensait pas à la force de son adversaire, et Roel lui dit de ne pas dire de bêtises. En riant, il rappelle que ce n'est pas si facile de le tuer, un coup de couteau dans le cœur ne suffira pas. Il crie que sa capacité d'immersion l'aide à vivre, une partie de son corps est déjà devenue un tableau. Une religieuse se matérialise à partir du portrait sur sa poitrine et Peter lui ordonne de tuer le garçon. Roel ne perd pas de temps et active la capacité que lui a donnée le squelette. Un compte à rebours se produit sur l'écran du système et les blessures sur le corps du jeune maître commencent à guérir. Carter est horrifié et comprend que cet accord passé avec quelqu'un aide le garçon, il essaie de dire quelque chose. Roel ne l'écoute plus, mais gagne plus de force, des rayons dorés d'énergie volent et le compte à rebours commence. Le personnage principal vole vers Peter à grande vitesse et le coupe en morceaux. Le sort est terminé, Roel se sent épuisé et s'étonne de la rapidité avec laquelle son corps récupère. C'était déjà l'aube et il pensait aller voir Nora, mais ensuite la silhouette d'un certain homme réapparut derrière lui. Essayant d'être proactif, il se retourne et tente de frapper l'inconnu avec sa lame.
L'invité inattendu arrête l'épée qui vole sur lui d'une simple pression du doigt. Cet inconnu s'avère être Wade. Le personnage principal se rend compte que cette fois il ne pourra pas se battre. Wade regarde la lame avec surprise et dit qu'il ne se souvient pas du moment où les nobles ont reçu des lames sacrées activées. Roel se souvient immédiatement que c'est l'homme en face de lui qui a déclenché toute cette guerre pour rester l'unique héritier. Le personnage principal est frappé par un mal de tête infernal, qui l'oblige à avoir une vision. Il voit des enfants courir le long de l'herbe verte, un moulin est visible au loin et le garçon appelle la reine Marie. Les yeux bandés, les mains tendues, Marie dit que désormais elle va attraper tout le monde. Elle parvient à attraper la tête du garçon blond. En enlevant le bandeau, nous voyons le beau visage de la reine, heureuse d'avoir attrapé le petit Wade. Elle explique qu'elle ne peut s'empêcher de venir jouer avec eux car Victoria et lui sont trop mignons. La mère commence également à déplorer qu'elle et sa sœur soient toujours avec le professeur et qu'elle les voit rarement. Les enfants continuent de s'ébattre et les garçons effraient les filles en sautant de derrière un buisson. La mère donne une tape sur la tête de son fils, lui disant qu'il est le prochain héritier, et lui donne de précieuses instructions pour qu'il gouverne équitablement. Plus important encore, elle souligne que tous les individus devraient être égaux, quel que soit leur statut. À ce moment, une jeune fille portant de l'eau à proximité entend le cri d'une religieuse derrière elle, et des tuiles volent d'en haut sur la jeune fille. La reine Marie remarque cette image et réagit rapidement en dirigeant sa magie sur les tuiles tombées. Les carreaux se brisent en petits fragments dans l'air, n'atteignant que quelques centimètres le sommet de la tête de la jeune fille. Voyant cette magie, Marie et son fils sont immédiatement encerclés par les gardes royaux. Marie n'y prête aucune attention, mettant seulement la main à la fille et veut savoir si elle va bien. Marie a été traitée d'hérétique et enfermée dans un cachot, alors qu'elle y est assise, elle se souvient de ses enfants. Wade essaie d'étudier dur, il pense que cela l'aidera à libérer sa mère. Une servante accourut à la bibliothèque où étudie le jeune prince et lui annonce une nouvelle alarmante. Le garçon court vers la zone où sa mère est détenue, mais il n'est pas autorisé à entrer, invoquant la peste. Le garde dit à Wade que même si elle est sa mère, il doit comprendre qu'elle est une ignoble hérétique. Et voilà que les enfants de la reine Marie se tiennent près de son cercueil, partant plus vieux, pour lui dire au revoir. Victoria est assise sur le sol humide, serrant l'herbe avec ses mains et serrant les dents, pleurant amèrement. Wade se tient à proximité, il essaie de tenir le coup, mais ses sentiments prennent le dessus et des larmes coulent sur ses joues, qui se mélangent immédiatement à la pluie. La vision de Roel se termine avec ce fragment, et il reprend ses esprits. En regardant le garçon, le prince Wade se rend compte qu'il n'est plus capable de se battre. Le personnage principal est assis, réalisant ce qu'il a vu, se souvenant d'Ueda, il comprend que cela change radicalement tout. Le prince ordonne à son acolyte de garder un œil sur le garçon épuisé, et lui-même partira à la recherche de Victoria. L'assistant d'Ueda, Felde et Eric, dit au protagoniste de faire preuve de plus de respect la prochaine fois devant sa majesté. Roel regarde Felde et réalise avec horreur qu'il est exactement comme Brian Elric. Wade entre dans l'une des chambres du château et Nora dort sur le lit, il voit une fille et se rend compte qu'elle et Victoria sont semblables. Mais ce n'est pas elle. Il exige une explication et ordonne qu'on lui amène le garçon laissé sur la place. Soudain, des livres commencent à s'envoler des étagères, créant une petite tornade de pages et tourbillonnant autour de Wade. Sentant la présence de quelqu'un, il se retourne et voit un Ponte souriant, qui a soulevé sur son épaule la jeune fille qui était auparavant allongée dans son lit. Ils disparaissent et le prince, restant dans la pièce, commence à appeler les gardes et leur dit de retrouver les fugitifs. Les troupes commencent à courir sur la place. Roel est content de ce dénouement car ce sont les troupes de ses ancêtres arrivées à temps. Felde est clairement moins content de ce virage. Victoria se tient devant l'armée, levant son épée au-dessus de sa tête, elle ordonne une attaque. Ce n'est que maintenant que le personnage principal se rend compte qu'il est sur le champ de bataille. Les chevaliers tirèrent des flèches chargées de charges magiques sur la corde de l'arc. Roel, épuisé, voyant comment les flèches volent, laissant de profondes dépressions dans le sol, tombe dans le désespoir. Il comprend que Nora a probablement déjà été emmenée par son ancêtre et qu'il doit également sortir d'ici rapidement. Nora est allongée les yeux fermés, une lueur magique tombe sur son visage. En ouvrant les yeux, elle n'en revient pas, la reine Victoria elle-même est assise devant elle. Victoria essaie de calmer la fille en lui disant qu'elle l'aidera et qu'elle la soigne actuellement. La jeune princesse commence immédiatement à dire qu'elle pourrait être sa lointaine descendante et demande si elle a vu un garçon qui s'appelle Roel Ascar. Ponte demande si la fille est sûre de dire la vérité. Nora ne jure que par sa propre famille et lui demande de retrouver son ami. La reine Victoria dit que c'est peut-être trop dangereux, mais Ponte ne peut pas laisser son descendant mourir. Il promet à son élève qu'il aura le temps d'activer le labyrinthe avant que Wade n'y parvienne. En arrivant sur le champ de bataille, Ascar sœur se rend compte qu'il n'a pas de chance, Wayne y est déjà arrivé. L'un des chevaliers remarque Roel debout au milieu de l'action. Le garçon est heureux d'avoir été remarqué par un serviteur de la reine Victoria. Il demande immédiatement à être escorté jusqu'à sa majesté, exhibant l'épée avec laquelle elle l'a personnellement honoré.
Les chevaliers décident de battre en retraite pour transmettre un message important à Sa Majesté. Mais leur plan n'était pas destiné à se réaliser. Un brouillard sanglant entourait le cou des chevaliers. À ce moment-là, des têtes s'envolèrent de leurs épaules, du sang gicla partout et le bruit du métal s'écrasant sur les pavés de pierre se fit entendre. Roël parvient à utiliser sa pierre protectrice, repoussant ainsi le coup du brouillard sanglant. Du brouillard légèrement dissipé, apparaît la figure d'Elric, d'où émane ce brouillard cramoisi, et ordonne aux garçons de l'accompagner. Le personnage principal est piégé sous des sorts de protection, il ne peut pas bouger, sinon ils tomberont, il lui reste encore un saut qui ne l'aidera pas. Feldé s'approche rapidement du garçon et lève son épée sur lui. Roël décide d'activer la capacité que lui a donnée le squelette, le compte à rebours commence. L'ancêtre Elric demande pourquoi, si le garçon est un hérétique, il se bat pour la reine Victoria. Le personnage principal dit à l'homme de main d'Uyeda de se taire, car il a vu ses souvenirs et comprend qu'il ne s'agit pas seulement d'une guerre de vengeance contre sa mère. La reine Marie est décédée à cause d'une combinaison de facteurs, dont l'un était qu'elle était différente de la plupart des gens. Son fils veut gouverner et introduire dans ce monde le fait que tous les hommes doivent être égaux, comme sa mère l'a légué. Toutes ces pensées remplissent la tête du jeune Ascar, mais au premier plan il a la victoire et le salut de son ami Nora. Il attaquera Feldé par derrière. Feldé par son coup avec son épée sans même tourner la tête en arrière. Elric répond aux pitreries du garçon avec un sort d'explosion, frappant directement le visage du ruisseau Ascar. Roël parvient à saisir le cristal et à lancer un sort de protection. Assis par terre, le protagoniste, tout blessé, demande en souriant si Feldé veut l'emmener avec lui. L'ennemi n'est pas prêt à tolérer une telle impolitesse de la part du garçon. Après avoir utilisé des sorts, il a utilisé des sorts à côté de Roël. Mais ce n'est pas le hasard qui a fait que Ponte soit venu en aide à son descendant et qu'il tienne désormais le garçon par les épaules. Feldé rapporte que le garçon est un hérétique, mais que son ancêtre aîné ne va toujours pas le livrer à l'ennemi. Avec un visage moqueur, Ponte dit qu'il a beaucoup à faire et qu'il est obligé de partir. Elric se retrouve seul sur la place, entouré de pages de livres volantes partout. Nora court dans les bras de Roël, lui marchant accidentellement sur le pied. Ponte regarde les gars et remarque que le jeune Ascar doit être soigné le plus tôt possible. Le jeune maître se retrouve à nouveau dans un endroit désert, là où la sphère jaune l'a amené. Une fois de plus, il se tient devant le squelette qui le salue et dit que Roël est le premier à revenir si vite après avoir reçu son pouvoir. Le personnage principal dit qu'il a utilisé son pouvoir au maximum, c'était son atout. Le squelette convient que le pouvoir ne doit pas prendre la poussière dans le noir, il est fastidieux à utiliser. Il ajoute également que les hommes courageux utilisaient la force dans les batailles, faisant ainsi trembler leur ennemi devant eux. Il se demande également pourquoi il a utilisé pour la première fois le pouvoir qui lui a été donné. Roël répond qu'il voulait punir Peter pour toutes ses atrocités et, surtout, protéger Nora. À quoi le squelette, après avoir entendu les histoires, pose une question sur la sympathie du garçon pour sa petite amie, à laquelle le personnage principal commence à nier et à jurer. Mais l'interlocuteur l'arrête en lui disant qu'il est trop tard, après le dernier recours à la force il devra donner une réponse. Une énorme main osseuse plane sur le garçon, prête à l'écraser. Le personnage principal saute dans son lit, ne comprenant pas où il se trouve et quoi faire ensuite.